Nous interrompons nos émissions pour une nouvelle absolument bouleversante. L'actrice Marilyn Monroe a été retrouvée morte dans sa maison de Santa Monica, en Californie. Il est encore trop tôt pour connaître les circonstances exactes de cette tragédie intervenue dans la soirée du 4 août, mais d'après les premiers éléments communiqués par la police de Los Angeles, il pourrait s'agir d'un dramatique accident provoqué par une surdose d'alcool et de médicaments. Quoi qu'il en soit, cette nuit du 4 août 1962 restera à jamais celle tragique où s'est éteinte à seulement 36 ans une des étoiles les plus éclatantes et les plus admirées du firmament hollywoodien. Écoutez-moi bien, Dr. Granson. Vous êtes le seul qui connaîtra les secrets les plus enfouis de Marilyn Monroe. J'ai une confiance absolue dans le fait que vous ne révélerez jamais à personne ce que je vous dis. Je commence. Aujourd'hui, mardi 3 juillet 1962, 22h35. Est-ce que j'en veux à ma mère? Ma mère, Gladys Monroe. La famille Monroe. Toute une foutue famille de cinglés. Une arrière-grand-mère folle alliée, enfermée à l'hôpital psychiatrique de Norwalk. Un arrière-grand-père qui s'est pendu dans sa grange. Un grand-père alcoolique enfermé dans un asile à Patton, et dès là, ma grand-mère, atteinte de crise de démence, elle aussi enfermée à l'hôpital psychiatrique de Norwalk. Ils connaissent bien la famille Monroe à l'hôpital psychiatrique de Norwalk. Et enfin, elle, Gladys Pearl Monroe, ma mère. Quand je suis née, elle m'a gardée 2 semaines, puis elle m'a confiée à une famille, les Bolonder. J'ai mis longtemps à comprendre que ma mère, c'était pas Madame Bolonder. Quand je l'appelais maman, elle me grondait. Elle me disait qu'elle n'était pas ma mère, que ma mère, c'était cette dame triste aux cheveux roux qui venait me chercher les week-ends. On allait se promener dans sa voiture. On allait voir les maisons des stars à Beverly Hills. On allait au cinéma et puis... elle me ramenait. Un jour, je devais avoir 7 ans. Elle est arrivée toute heureuse, elle rigolait toute seule.
Je l'avais jamais vue comme ça parce que d'habitude, elle souriait jamais. Elle a préparé ma valise avec toutes mes affaires. Elle m'a dit qu'elle avait acheté une maison pour nous deux et qu'à partir d'aujourd'hui, elle me garderait avec elle pour toujours. C'était une belle et grande maison avec un petit jardin et un piano blanc. Ça a duré 6 mois. C'est un samedi. Un samedi matin. Je suis dans la cuisine et j'entends un bruit épouvantable. Du bruit comme si quelqu'un est tombé dans l'escalier. J'ouvre la porte et elle est là, debout dans l'entrée, en peignoir, toute débraillée et décoiffée. Son maquillage a coulé, sa figure est toute barbouillée. Elle me regarde comme ça, les yeux grands ouverts, mais elle ne me voit pas, je sais qu'elle ne me voit pas. Elle hurle et elle rit en même temps. Elle tape sur les murs avec ses poings, avec sa tête. Les infirmiers arrivent, mais elle est tellement énervée qu'ils doivent s'y mettre à 3 pour l'emmener. Parfois la nuit, j'entends encore ces bruits épouvantables. Sa tête qui tape sur les murs et son rire quand il la traîne vers l'ambulance. Vous savez, au tout début de ma carrière, je mentais aux journalistes, je disais qu'elle était morte. Morte, c'était mieux que folle. Côté paternel, comment savoir? Dans la chambre de ma mère, il y avait une photo encadrée, accrochée à un mur. Quand j'allais chez elle, j'allais toujours voir cette photo. Cette photo me fascinait, je ne savais pas pourquoi. Un jour, ma mère m'a surpris en train de regarder cette photo. Elle a décroché le cadre du mur et elle s'est accroupie à côté de moi. Regarde bien, Norma. Regarde. L'homme, sur la photo, portait un chapeau un peu incliné. Et il avait une petite moustache comme Clark Gable. Il était beau, il souriait, ses yeux brillaient. C'est ton père. Ce moment, c'est peut-être pour moi mon premier vrai moment de bonheur. J'avais un père. J'ai ressenti une immense tendresse pour mon père. Vous savez, on pourrait croire que j'ai eu une enfance malheureuse, mais j'avais quand même une mère. Même si elle m'a jamais touchée, même si elle m'a jamais prise dans ses bras, j'avais une mère. Et ce jour-là, après toute cette longue absence, j'ai eu aussi mon père à aimer. Jeudi 5 juillet, 23h35.
miroir, docteur. Je la regarde. Vous savez, cette obsession que j'ai pour les miroirs, c'est arrivé quand j'habitais encore chez Tante Anna et que mon corps a commencé à changer. Tous les soirs, je me déshabillais et j'examinais ce nouveau corps qui s'emparait de moi. Tout allait si vite. Je comprenais pas bien ce que je voyais, mais je m'en lassais pas. Aujourd'hui encore, je peux passer des heures et des heures à me regarder. Même dans la rue, impossible de passer devant une fenêtre, un pare-brise, une vitrine sans chercher mon image. Au tout début de ma carrière, il m'est arrivé une chose incroyable. Je prenais un cours de théâtre et je devais préparer des scènes chaque semaine. Je répétais tous les soirs devant mon miroir et peu à peu, bon je sais c'est un peu dingue, mais peu à peu, je suis tombée amoureuse de moi-même. Mais j'aimais tout chez elle, sa peau, sa bouche, sa façon de bouger. Je marchais très lentement comme une reine et je disais « De quoi es-tu si fière, Marilyn ?» Et je répondais « Toutou, toutou !» Mais vous savez ce que je préfère par-dessus tout? C'est les appareils photo. Je m'exhibe devant les objectifs comme devant les miroirs, mais ils ont un grand avantage, il y a quelqu'un derrière. Un regard. J'aime la photo. La photo, c'est simple, je me donne et on me prend. Eux, les photographes, ils croient qu'ils me dirigent, mais en réalité, c'est moi qui les utilise. Je sais toujours, à la seconde près, quand c'est juste quand la photo sera bonne. Et par télépathie, j'envoie l'ordre d'appuyer sur le déclencheur et ils obéissent. À la seconde près. Ensuite, quand ils m'envoient les planches contact, je biffe d'une croix rouge les photos nulles, celles que je refuse et croyez-moi, ce sont toujours celles qu'ils ont voulu prendre hors de mon contrôle. Vous savez, je me fiche d'être connue. Je veux être regardée. Grâce à ces milliers de photos que j'ai faites, je veux être regardée sans cesse, tout autour du monde. Être regardée par des milliers et des milliers de personnes. Même après ma mort.
Samedi 7 juillet. « 20h30. Pendant quelque temps, après que ma mère a été internée, j'ai habité avec Grace, son amie. Elle m'aimait, je crois. Mais elle s'était mariée et son époux, Doc, il m'aimait pas. Je le sais. Il était brutal. Il buvait. Il me regardait mal. Le 13 septembre 1935, cette date est gravée à tout jamais dans ma mémoire, docteur. Le 13 septembre 1935. J'ai 9 ans. Grace prépare ma valise. Elle sanglote. Elle me regarde pas. Elle me fait monter dans sa voiture sans rien dire. On roule comme ça, toujours sans rien dire. J'ose pas questionner Grace. Je vois bien qu'elle est bouleversée. Je m'inquiète, mais je retarde le moment de savoir ce qui se passe. J'ai peur. La voiture s'arrête devant un grand bâtiment en briques rouges. Tu vas habiter là, Norma, pendant quelque temps. Tu sais, Doc et moi, nous t'aimons, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. C'est une période un peu difficile. Mais tu seras bien ici. Je viendrai te voir le samedi et quand tout ira mieux, tu reviendras chez nous. C'est promis. Moi, je comprends rien de ce qu'elle me dit. Je comprends rien du tout. Est-ce que Grace me laisse dans une autre famille d'accueil? Mais cet immeuble est trop grand pour une famille. Au-dessus du perron, il y a un drapeau et à l'entrée, je vois un panneau avec des mots écrits en lettres noires. Je commence à déchiffrer et je lis « Orphelinat de Los Angeles ». Je comprends pas tout de suite, mais en même temps, je sais que tout est fini, que je pourrais plus jamais respirer. C'est comme si on m'enfonçait une boule énorme dans la gorge et j'ai la bouche grande ouverte, mais je peux pas respirer. J'étouffe. Et tout d'un coup, tout explose. Je me mets à hurler. Je hurle que je suis pas une orpheline puisque j'ai une mère rebelle et douce et courageuse qui s'appelle Gladys Baker. Et que moi aussi, je m'appelle Norma Baker, Norma Jean Baker. Vous pouvez vérifier. J'ai un père aussi. Un père qui viendra bientôt me chercher. C'est sûr, dès qu'il saura que j'existe. Des gens arrivent pour essayer de me faire rentrer. Je veux pas, je hurle, je pleure, je me débat de toutes mes forces. Ils doivent s'y mettre à 3 pour me traîner à l'intérieur. Ils m'emmènent dans le réfectoire. Toutes les autres filles sont là, debout, immobiles, elles me regardent en silence. Après, on a changé mon nom. Je me suis appelée le numéro 3463. Voilà ce qui s'est passé le 13 septembre 1935, docteur. Après, j'ai alterné orphelinat, famille d'accueil, mais je sais pas pourquoi ces familles me gardaient jamais longtemps. J'étais tranquille pourtant, je me plaignais jamais. Je souriais, mais toujours je revenais à l'orphelinat, enfermée comme ma mère.
6 juillet, 23h35. À l'école, nous les filles de l'orphelinat, on avait l'habitude que les autres se moquent de nous en nous voyant. Parce qu'on était vraiment, mais mal habillés, vous savez. Mais la plupart du temps, on nous regardait même pas. On était invisibles, on n'était pas intéressants. Un jour, juste avant de partir, je me suis rendu compte que mes 2 chemisiers étaient habillés. J'ai demandé à une de mes camarades de me prêter quelque chose, n'importe quoi. Nous avions toutes les 2 13 ans, mais elle était petite. Et moi, j'avais déjà ma taille d'aujourd'hui et déjà des formes pour mon âge. Donc, elle me prête un pull et j'arrive juste à temps en cours de maths. Et en allant vers ma place, je sens qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le silence d'abord. Puis je vois que tout le monde me regarde, mais personne ne se moque. C'est comme si il m'était soudain poussé 2 têtes, mais ces 2 têtes-là, elles s'arrondissaient sous mon pull. À la récréation, plusieurs garçons, des garçons qui m'avaient jamais regardé avant, se pressaient autour de moi. Ils me racontaient des blagues, ils voulaient me faire rire, mais ils quittaient pas mon pull des yeux. Et moi, c'est ça que je trouvais le plus drôle. Après, tout a changé grâce au pull magique. Les filles qui avaient des frères ont commencé à m'inviter chez elles. Il y avait toujours des garçons qui traînaient, qui me raccompagnaient en poussant leur vélo. On s'amusait bien. J'étais très naïve, vous savez. Je voyais pas du tout le côté sexuel de tout ça. Je voyais aucun rapport entre mon corps et le sexe, mais j'avais compris que mon corps pouvait devenir mon ami. Un ami qui attirait les regards et que ma vie pouvait peut-être changer. J'ai commencé à me maquiller. Je ne portais plus que des vêtements très serrés, empruntés à mes amis. J'ai travaillé ma démarche pour onduler comme Jean Harlow et comme elle aussi. Je faisais des petits sons de gorge comme ça. Même mon bégaiement était devenu sexy. Je devais avoir l'air drôlement vulgaire, mais ça marchait. Ça marchait. À part quelques filles jalouses, tout le monde me voulait. J'étais devenue une vedette. J'étais devenue intéressante. Quelques jours plus tard, un de ces garçons m'a invitée à la plage et là, quand je me suis mise en maillot toujours prêté par mon ami, donc toujours 3 fois trop petit, il s'est passé la même chose qu'en cours de maths, mais en beaucoup plus grand parce que la plage, elle était noire de monde. Quand je me suis avancée pour aller vers la mer, plusieurs garçons se sont mis à siffler, à hurler. D'autres voulaient se joindre à moi en se bousculant. C'était complètement dingue. J'ai vraiment réalisé que mon pouvoir était immense. Ça m'a fait peur, je crois, et plaisir en même temps. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être 2 personnes complètement distinctes. L'une, je la connaissais bien, c'était Norma Jean de l'orphelinat, le numéro 3463, et personne n'en voulait, même pas son père. Et l'autre, je la connaissais pas encore, mais je savais où était sa place. Elle appartenait à l'océan, au ciel, au monde
entier. Oh, do it again. I may say no, 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 but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know, if you do, you won't regret it. Come on, get it. Oh, no one is near. I may say how, but no one will hear. My mom miscalled me, 'cause she told me it is not it, but then I'll do it again. Please do it again. Oh, do it again. I may say no, 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 but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know, if you do, you won't regret it. Come on, get it. Oh, no one is near. I may say how, but no one will hear. My mom miscalled me, 'cause she told me it is not it, but then I'll do it again. Please do it again. Mère, c'est moi, Norma. Quoi? Ah non, 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 l'autre jour c'est toi. Moi, je t'entendais plus, je disais allô, allô. Et une infirmière m'a répondu, elle m'a dit que t'étais partie, elle était désolée. Je lui ai demandé si tu avais l'air fâchée. Elle m'a dit qu'elle pensait pas, que tu avais tout simplement posé le téléphone, alors j'ai pas... C'est comme tu veux. Non, non, s'il te plaît, te fâche pas. Ça n'a aucune importance, c'est comme tu veux. Tu sais, depuis que j'ai cette maison à moi, je vais bien. Enfin, je suis tranquille. Enfin, je veux dire, j'ai retrouvé mon équilibre. Et il y a une piscine, tu sais. Et une chambre pour toi, pour quand t'iras mieux. Tu sais que c'est pas vrai. Alors pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis toujours ça? Alors que tu sais que c'est faux. Non. Non, désolée. N'en parlons plus, d'accord? Allô? Allô, t'es toujours... Ah. Est-ce que tu veux que je passe la semaine prochaine? Pourquoi?
Moi j'aime bien venir te voir et t'offrir des cadeaux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je te rapporte la semaine prochaine? C'est mieux si tu me dis, parce que je sais pas si ça te plaît vraiment. Oh, c'est mieux si tu me dis, quoi. À moi, ça me fait plaisir, tu sais bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tu es allé marcher dans le parc? Allô? Allô? Mère? Maman? Maman, Pardon. Excusez-moi, pardon. Ah non, non. Ah non, non, c'est pas grave, non, je rappellerai. Jeudi 12 juillet, 18h25. Quand j'étais enfant, j'ai souvent fait ce rêve. Je suis à l'église. Tout le monde est là. L'église est pleine à craquer. On entend les orgues. Magnifique. Tout est céleste et pur. Et moi, je m'avance dans l'allée centrale. Je suis toute nue. Je marche vers l'autel et je sens sur ma peau comme de douces piqûres. Les douces piqûres des dizaines et des dizaines de regards fixés sur moi. Ou alors, toujours à l'église, j'entre avec une jupe évasée. Je porte rien en dessous. Tous les fidèles sont là, allongés sur le dos dans la nef. Je m'avance et je dois les enjamber pour passer. Et eux, ils regardent sous ma jupe. J'aime être nue. J'aime sentir mon corps libre, mon âme, mon esprit. Tout ça, c'est un tout. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je ressens ça très fort, cette sensation de liberté totale. J'aime ne rien porter sous mes vêtements, sentir la caresse du tissu sur ma peau et la tête des hommes quand ils s'aventurent sous ma jupe. Quand j'étais avec Joe, je devais faire des efforts parce qu'il détestait que je sorte comme ça libre. Il disait que même les putains portent des sous-vêtements et que moi j'étais pire qu'une putain. Et il me battait à cause de ça aussi. Vous vous souvenez? C'était il y a à peine 2 mois. Au Madison Square Garden, l'anniversaire du président, vous vous souvenez? Évidemment que vous vous souvenez. Qui peut oublier ça? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Président. Le Madison Square est plein à craquer, mais moi, je ne vois que lui, le président. Je m'avance sur cette immense scène noire à petits pas de chinoise. Ma robe est si moulante. Une robe de gaze de soie, couleur chair, plus fine que la peau. Une robe tellement moulante qu'elle a été cousue sur moi.
Je porte rien en dessous, bien sûr, mais cette robe, c'est pire que si j'étais nue. Vous entendez? La salle, puis la sueur, et le beignet frit, et Peter Lawson enlève mon étole de fourrure, et là, écoutez, ces rires vulgaires, ce trop-plein d'obscénité qui explose comme une bombe. Écoutez, je chante comme si je faisais l'amour au président, mais aussi à tout cela dans le noir, qui rit et qui me couvre de colibés. Et j'exhibe mon corps, et j'exhibe mon désir, et j'exhibe mon ivresse, parce que j'avais bu assez pour tout simplement tenir debout. Ce jour-là, oui, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, le rêve de l'église. Nue devant le président, nue devant cette salle aigrie et puante, nue devant des millions d'Américains. Alors, ils pouvaient rire. Je m'en foutais, docteur, parce que j'avais bu du champagne, et parce que moi, pour la première fois, pour la seule fois peut-être, j'étais là, tout près de ma mère, là, dans le cœur rouge de la folie. Vous savez, docteur, tous les dimanches à l'église, c'était pas seulement un rêve. Je voulais réellement me déshabiller. Je voulais réellement être totalement nue pour que Dieu me regarde. Dieu et tous les autres. Je serrais les dents. Il fallait que je reste assise sur mes mains pour me retenir de me déshabiller. Et je priais le Seigneur de me donner la force de résister. Mardi 17 juillet, 18h20. Quand je suis arrivée à la Fox, c'était Zanuck, le grand patron. Il m'aimait pas. Il m'a jamais aimée, il m'appelait
La blonde stupide. Oh, tête de paille. Déjà, à cette époque, je savais que j'étais nulle. J'ai vite compris qu'on ne me donnerait jamais rien d'autre à jouer que le rôle de la potiche blonde. J'étais timide, je savais pas placer ma voix, je bégayais. Je vous assure, docteur, que j'avais toutes les raisons du monde pour abandonner. Dans ces moments-là, j'ai souvent pensé que j'étais ce genre de fille qu'on retrouve morte dans une chambre minable, un flacon de somnifère vide à la main. Quand je suis arrivée au studio, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Mais je regardais surtout les autres, j'avais très peur de monter sur scène. Et puis, j'ai rencontré Natacha. Natacha, elle m'a tout appris. Elle m'a appris à respirer, à parler, à marcher. Elle était exigeante et sévère. Et puis, Johnny Hyde, mon agent, et bien plus. Johnny, il m'adorait, alors il voulait le meilleur pour moi, et vite parce qu'il savait qu'il lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il m'a acheté des vêtements, il m'a appris à m'habiller moins vulgaire, et il m'a fait couper les cheveux plus courts pour dégager le visage et le cou, et puis 2 petites opérations. On m'a affiné le nez et le menton. Moi aussi, j'ai aimé Johnny, vous savez. Même s'il avait l'âge d'être mon grand-père. Et enfin, Ben Lyon. Au studio, ça a été le premier à me faire confiance. Mon nom, c'est lui. Un jour, nous cherchions pour moi un nom de cinéma. J'ai insisté pour prendre celui de ma mère. C'était important pour moi. Monroe. Il a accepté Monroe, mais c'est lui qui a trouvé Marie. Natacha, Ben, Johnny et moi, nous avons créé Marilyn Monroe. Il y a plus de 10 ans déjà. Elle a encore tellement à apprendre. J'ai toujours besoin d'avoir un professeur à côté de moi pour me guider, même pendant les tournages, pour me rassurer. Natacha, Paula, Constance, Michael et Lee, bien sûr, Lee Strasberg. J'étais déjà une star, mais je suis allée dans son école comme si j'étais une débutante. Parce qu'en réalité, je suis et j'ai toujours été que ça, une débutante. Vous savez, j'essaie vraiment de devenir une artiste. Je veux être vraie. Je veux faire de mon mieux depuis la seconde où la caméra se met à tourner jusqu'au moment où elle s'arrête. Lee dit que je dois partir de moi-même. Je lui réponds, moi-même, qu'est-ce que c'est moi-même? Qui croit-il que je suis? Marilyn Monroe. Vous connaissez Michael Chekhov? C'est l'un des professeurs les plus brillants que j'ai eu, le vrai neveu d'Anton Chekhov. J'étais une de ses élèves. Un jour, nous répétions une scène, je jouais le rôle de Nina dans La Mouette. Oh, c'était beau. Et d'un seul coup, il s'arrête et il me demande si je pense au sexe pendant que nous jouons. Non, bien sûr que non, je lui réponds, le sexe n'a rien à faire dans cette scène. Alors il me dit que pendant tout le temps que je jouais, je donnais une dimension très érotique au personnage. Comme si elle était envahie par le désir. Je me suis mise à pleurer. Je comprends votre problème avec les studios, Marilyn. Vous émettez ces vibrations sexuelles quand vous jouez, que vous le vouliez ou non. Et ça intéresse vos patrons. Ces vibrations leur font gagner une fortune.
C'est pour ça qu'ils se fichent que vous soyez une meilleure comédienne. Tout ce qu'ils veulent, c'est exploiter le filon. Mais c'est fini. Fini. Aujourd'hui, je veux vraiment devenir une artiste. Une artiste, pas un sextoy. Je vais me battre pour ça. Vous verrez, grâce à l'acteur studio, avec l'aide de Lee, je vais vraiment finir par faire du théâtre. Du théâtre. Pour être enfin une vraie actrice. Vous verrez. Ils verront tous. Relâcher tout le corps, concentrer ses pensées sur le partenaire, l'émotion au bout de mes doigts, laisser tout aller, sentir le visage, flottement, tension, relâchement, aucun frein, laisser tout aller, seulement sentir. Plainte et gémissements. Tu te souviens de cette soirée? Je n'avais dansé qu'avec toi pendant des heures. Notre première soirée, papa, tu t'en souviens? J'étais tellement fatiguée, mais je voulais pas que ça s'arrête. Jamais. Tu me tenais serrée dans tes bras. Et je savais que tu allais m'aimer parce que tu m'avais dit: pourquoi êtes-vous si triste, Marilyn? Vous êtes la femme la plus triste que j'ai jamais rencontrée. Et ça m'avait fait rire parce que tout le monde pense que je suis joyeuse parce que je souris tout le temps. Je souris. Je souris tout le temps. Mais toi, tu avais vu de l'autre côté du miroir. Alors j'ai compris, papa, qu'avec toi je ne serai plus jamais seule. Peut-être. Mercredi 18 juillet, 23h40. Au tout début de Marilyn, ma vie a vraiment failli basculer. Pour la première fois, j'étais amoureuse. J'avais 23 ans. Ça a été une vraie passion, tellement forte, tellement intense, mais que je me suis dit, mais heureusement que ça t'est pas arrivé avant. Jamais Norma n'aurait survécu à ça.
s'appelait Fred Karger. Un musicien embauché par les studios pour m'apprendre à chanter. Il était divorcé, il avait un petit garçon de 6 ans. J'aimais beaucoup son fils et sa mère aussi, Nana Karger. Et ses neveux, adorables, tous adorables. J'étais tellement bien avec eux. Je suis tombée amoureuse de toute la famille et j'étais prête à tout abandonner pour faire partie de cette famille, pour que Fred me demande en mariage. J'étais prête à en finir avec Marilyn. Pour eux, je serais redevenue Norma Jean, une femme simple, anonyme. J'aurais appris à être une épouse, une mère s'il me l'avait demandé. Fred, il était très drôle. Intelligent, séduisant. Il me faisait rire, même s'il se moquait toujours de moi. J'espérais qu'il était bien avec moi, mais de plus en plus, j'ai remarqué qu'il me faisait sentir à quel point j'étais incapable. Et c'est vrai que je l'étais. Dès qu'il était parti, je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main pour essayer d'être un peu moins bête, mais j'avais tellement à rattraper. Un jour, il m'a dit... Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Toi. Oui, d'accord. Mais quand je serai mort... Pourquoi tu dis ça? Personne n'a envie de parler de ça. Et je me suis mise à pleurer. Tu pleures trop facilement, Marilyn. Tu es beaucoup trop sentimentale. Tu sais pourquoi? C'est parce que ta cervelle n'est pas assez développée. Ta cervelle, comparée à tes seins, on peut même dire qu'elle est quasiment embryonnaire. Oh, il rigolait! Et moi, j'ai pas répondu parce qu'à l'époque, il aurait fallu que je cherche le mot dans le dictionnaire. C'est comme si ton cerveau était inerte. Tu ne penses rien, tu te laisses dériver accroché à cette paire de flotteurs dont tu es, je le reconnais, magnifiquement équipé. Ah, j'ai rien dit. J'étais tellement conne et tellement amoureuse que j'ai pensé... ça m'est égal d'être une gourde, à condition qu'il m'aime. Et puis, j'ai fini par comprendre. Un jour, il m'a enfin parlé de mariage, mais il m'a dit que pour lui, ça lui semblait impossible. Il devait d'abord penser à son fils. Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine qu'il m'arrive un malheur et que je disparaisse. Ce serait terrible pour lui. Pourquoi? Enfin, Marilyn, réfléchis. Il ne peut pas vivre avec une femme comme toi. Ce serait injuste. J'ai pleuré toute la nuit. Plusieurs nuits. Et puis, j'ai décidé d'en finir avec tout ce mépris, toute cette honte que je ressentais. Ça m'a pris des semaines. Mais j'ai effacé cet amour. Fred Karger m'a broyé le cœur, mais il m'a rendu service. Il m'a montré où était ma vraie place. La place accordée à Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you
pam pam pidou. Oh! Dimanche 21 juillet, 21h30. Je vais essayer de vous expliquer, docteur. Norma Jean et Marilyn ont un point commun, un seul. Mon corps. C'est Norma. C'est Norma qui panique, qui reste prostrée dans sa loge alors que toute l'équipe l'attend depuis des heures. C'est elle. Norma qui met Marilyn en retard parce que toujours, elle pense qu'elle est capable de mourir de peur quand elle sortira de cette loge parce que tous, ils attendent quelque chose d'elle alors qu'elle sait qu'elle est incapable de faire ce que ces gens espèrent. Elle le sait bien. C'est une erreur, un malentendu depuis le début, un malentendu et elle voudrait le crier pour qu'il la laisse tranquille et seule. Surtout qu'ils cessent de la regarder, leur regard, c'est... Elle ne ressemble pas à ce qu'ils attendent d'elle. Elle le sait bien, elle est trop maladroite, Norma, et pas si belle que ça. Ce sont le masque de Marilyn, ce sont les heures de maquillage, elle est juste jolie. Et puis surtout, elle sait qu'elle n'est pas intelligente. Comment le serait-elle avec l'enfance qu'elle a eue, baladée d'école en école, de famille d'accueil en famille d'accueil? Norma, c'est la petite fille à $5. C'est ce que l'assistance donnait chaque semaine aux familles d'accueil. $5. Alors elle sait rien. Norma, elle sait même pas parler. Quand elle est perdue, elle bredouille. Elle bégaye, elle est presque toujours perdue. Tout ça, mon corps le sait parce que c'est le corps de Norma. Quand mon corps tremble de peur, quand ma voix s'étrangle, quand les nausées me tordent de douleur, c'est elle. C'est encore elle, Norma Jean, qui me précipite vers la cuvette des WC pour vomir tout l'alcool et les cachets que mon pauvre corps doit prendre pour tenir. S'endormir le soir, se réveiller le matin, tenir debout, garder les yeux ouverts et survivre à tout ça. Et elle, Norma, elle s'est dit qu'un jour, les gens s'en apercevront parce que c'est pas elle. C'est pas elle, celle qui est là, c'est Marilyn. Et elle, Norma, elle voit leurs yeux, leurs regards sur Marilyn, sur sa bouche, sur ses seins, sur ses cuisses. Je vois leurs regards. Je vois leurs désirs. Et tout d'un coup, tout bascule. Norma s'efface. Et j'ai plus peur, docteur. J'ai plus peur parce que
Marilyn est là. Je les tiens. Je les tiens par le désir. Tous les hommes se ressemblent, vous savez bien, tous identiques comme des chiens quand ils voient Marilyn. Alors, je fais ce qu'ils attendent de moi. Je souris. Je souris toute la journée. Tous ces putains de journées figées dans ce sourire comme une idiote. La bouche entrouverte, les seins en avant bien cambrés et tortillant mon cul pour être une fois encore la merveilleuse, la sublime, la divine Marilyn Monroe, celle qui a son sexe affiché sur la figure. Et je les traîne comme ça, derrière moi, avec ce seul mot enfoui dans leurs millions de têtes, sexe, 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 dans toutes les langues du monde. Vous savez, docteur, c'est vrai que je suis une enfant dans le corps d'une femme, mais pas comme ils l'entendent, non. L'enfant, c'est elle. Norma Jean, une petite fille qui a tout fait pour apprendre qu'on l'aime. Une petite fille, parce qu'il faut être bien reçu dans les familles d'accueil pour ne pas être trop maltraitée. Et cette petite fille-là, elle s'est restée à sa place, une toute petite place. Une place à $5. Et surtout, ce qu'elle a compris très tôt, c'est qu'il faut plaire pour exister. Et pour plaire, il faut sourire. Alors aujourd'hui, elle continue à sourire, mais aussi à bouger ses fesses, puisqu'aujourd'hui c'est ça qu'il demande, parce que ça, c'est le prix à payer pour être accepté. Marilyn, un monstre, le monstre créé par Norma Jean, docteur. Et elle, Norma, elle est là, cachée à l'intérieur, avec la peur affreuse de se faire repérer. En 1956, j'ai fait une demande pour changer de nom. Une demande qui a été acceptée. J'ai un certificat officiel des États-Unis d'Amérique où il est écrit que mon vrai nom, mon seul nom, est désormais Marilyn Monroe. Ce jour-là, j'ai voulu la tuer. La faire disparaître, la petite Norma. Je l'ai effacée, je l'ai renvoyée dans son néant. Mais elle est toujours là. Elle me hante toutes les nuits. Elle rôde à l'intérieur de moi comme un fantôme. Elle m'empêche de dormir et elle comprend pas. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Docteur, pourquoi est-ce que je ressens cette torture? Pourquoi est-ce que je me sens moins un être humain que les autres? J'ai toujours su que j'étais sous-humaine. Pourquoi je suis la pire? Pourquoi? Mardi 24 juillet, 18h15. Je me suis mariée en juin 42 et je suis devenue Madame Jim Doherty. J'avais 16 ans. Vous
savez, ce mariage, c'était juste un truc pour éviter que je retourne à l'orphelinat. Grace avait réussi à persuader les voisins, les Doherty, de m'aider. Et comme Jim, leur fils, me tournait autour depuis quelque temps, alors pourquoi pas nous marier? Que dire de plus, docteur? J'ai essayé vraiment d'être une bonne petite épouse, mais j'étais nulle en cuisine, nulle en ménage et encore plus nulle au lit. Jim et moi, on n'avait rien à se dire. Alors il a eu envie d'autre chose, c'était la guerre. Il s'est engagé dans la marine et moi j'ai travaillé dans une usine comme simple ouvrière, à plier des parachutes. 4 ans ont passé, on s'est à peine vus et en 46 on a divorcé. C'est à ce moment-là que les photographes m'ont trouvée et grâce à eux, je suis devenue une femme. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Joe. Joe DiMaggio. Joe, la légende. Le roi du baseball. Le champion préféré de l'Amérique. Même si à cette époque-là, sa carrière était terminée. Avec lui, c'était pas comme avec Fred. Hein. Je savais que mon ignorance, c'était pas un problème. Au contraire. Joe, il avait horreur des intellectuels et par-dessus tout, des femmes intellectuelles. Je lisais déjà beaucoup à cette époque et il détestait ça. L'Amérique tout entière adorait notre histoire. Il était fort, rassurant. J'ai cédé. Nous nous sommes mariés en 54, mais notre mariage n'a même pas duré 1 an. Parce qu'en réalité, Joe, il détestait Marilyn. Lui, il voulait Norma avec le corps de Marilyn. Norma à la maison, Norma au lit, Norma à la cuisine. Il était jaloux et brutal. Vous voyez cette fameuse scène de 7 ans de réflexion sur la grille de ventilation du métro. Eh bien, on a d'abord tourné ça de nuit en pleine rue à New York. C'était des centaines et des centaines d'hommes derrière les barrières de protection. Des centaines et des centaines d'hommes qui hurlaient et qui criaient dès que ma robe se soulevait. Ah, je m'amusais bien. Je ne savais pas que Joe était là. Et il n'aurait pas dû être là. Et il a vu ces hommes. Tous ces hommes excités qui se poussent pour essayer de mieux voir et tous ces hommes qui hurlaient. Plus haut, Marilyn! Plus haut! Et puis, il m'a vu moi et il m'a entendu rire. Cette nuit-là, à l'hôtel, il m'a frappée. Il m'a dit que j'étais une putain, que je lui faisais honte à lui et à toute sa famille. Juin 56. Il était grand et fort pour un intellectuel. La première fois que nous nous sommes vus, c'est drôle, mais il m'a dit que j'étais la femme la plus triste qu'il ait jamais rencontrée. On a dansé ensemble presque toute la nuit. Je voulais pas que ça s'arrête. Jamais. Quand je me suis mariée,
J'ai rêvé de enfin pouvoir quitter Marilyn grâce à lui. Un jour, je lui ai demandé tu n'écriras jamais sur moi, tu me le promets? Bien sûr que non, chérie. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est ce que font les gens parfois, les écrivains. Je ne suis pas les gens. Je sais, papa. C'est juste que j'ai si peur parfois. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et quelques semaines plus tard, je suis tombée sur ces notes qu'il avait prises et j'ai lu. Je n'aurais pas dû me marier, pas avec elle. Elle n'est qu'une femme-enfant imprévisible et lointaine, abandonnée et égoïste. Ma vie et mes créations seront mises en danger si je cède à cet éternel chantage à la souffrance. Pourtant, je l'avais prévenu. Mais quand le monstre a montré son vrai visage, Arthur n'a pas pu y croire. Je l'ai déçu. Moi, je pensais qu'il me connaissait, qu'il aimait tout en moi. Je pensais qu'il avait compris que j'étais pas juste quelqu'un de gentil. Il aurait dû aimer le monstre aussi. Oui, c'est moi. T'as lu l'interview de Yves Montand avec cette salope d'Eda Hopper? Non? Non, tu sais pas ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, je suis une enfant délicieuse et sans malice. Sans malice, t'as compris? Une conne, quoi. Non, attends, c'est pas tout. Il dit aussi que je suis tombée amoureuse de lui comme une collégienne. Une collégienne après Marilyn la conne, Marilyn l'adolescence en chaleur. Attends. Le pire reste à venir. Il dit aussi que j'ai un côté paysan. Moi, un côté paysan. Non, arrête. Non, franchement, moi, ça me fait pas rire parce que... Non, parce que si on résume, écoute bien. Portrait de Marilyn Monroe par Yves Montand. Marilyn, une gamine mignonne mais complètement stupide. Marilyn, une pauvre collégienne au mal d'amour. Et pour finir, Marilyn, une bonne grosse vieille plouque. Et ta Hopper devait être aux anges, la bête d'ici avec son sourire de hyène. Non, ça va. J'ai voulu me tuer pour lui. Tu peux le croire, ça? Salaud! Non, ça va, je te dis, ça va. Je me calme et je te rappelle, ok?
C'était début février, l'année dernière, je me souviens. Il neigeait à New York. J'allais mal, très mal. Je buvais toute la journée en avalant tous ces cachets de je ne sais quoi. Le docteur Chris, je la déteste depuis ce jour-là, vous savez. Elle m'a dit qu'elle était inquiète pour moi et elle m'a envoyée dans cette clinique. Elle m'avait parlé de repos, de désintoxication. J'avais dit ok. Faites ce que vous voulez de moi parce que là, moi, j'en peux plus. Je veux juste... Je veux juste me reposer. Quand j'arrive à la clinique, on me met d'abord dans une chambre banale, toute blanche. Mais j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait pas de téléphone. Et pas de moyen d'appeler, de sonnette, rien. Un médecin et une infirmière sont entrés et je leur ai demandé pourquoi il n'y a pas de téléphone, de sonnette. C'est tout à fait normal, c'est parce que vous êtes dans une section psychiatrique. Il a dit ça. Psychiatrique. Je vous conseille de ne pas rester seul, essayez de vous mêler aux autres patients. Pourquoi faire? Eh bien, nous avons des activités ici, vous pourriez coudre, vous pourriez jouer aux cartes ou bien aux dames, vous pourriez même tricoter. Écoutez-moi bien, docteur, le jour où moi je ferai tout ça, c'est que là, je suis vraiment devenue folle. Dès qu'ils sortent, je me précipite dans le couloir à la recherche d'un téléphone. Pas question que je reste ici. Ici, c'est pour les dingues. Il y a une erreur quelque part, que quelqu'un s'est trompé. Mais je trouve pas de téléphone dans ce putain de couloir. Là, je vois une fille que je connais pas qui me dit qu'il y en a un au 6e. Mais moi, je suis perdue. Je sais même pas à quel étage je suis. Elle m'attrape par le bras. On court toutes les deux dans les escaliers et elle m'emmène jusqu'au téléphone. Juste au moment où j'étais en train de faire le numéro, un garde arrive et il m'arrache le téléphone des mains. Il me dit que je suis pas autorisée à utiliser ce téléphone. Moi, je me débat, je crie, mais lâchez-moi et j'essaie de récupérer ce téléphone. Il veut me mettre de force dans un ascenseur. Moi, je crie non, je me débat, je me débat pour qu'il me lâche, non. D'autres gardes arrivent, ils m'attrapent et ils me conduisent dans une autre chambre. Une chambre en béton. Une chambre pour les vrais fous. Tout est barricadé. Des barreaux partout. Autour des lampes. Au WC, devant la fenêtre. Sur la porte. Une espèce de petite lucarne. Une lucarne pour qu'il puisse me regarder tout le temps. À ce moment-là, tout autour de moi, des femmes se sont mises à hurler dans leurs cellules. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai pensé que c'était la fin. J'ai pensé que je ne sortirais plus jamais d'ici, enfermée, comme ma mère. Vous savez, docteur, parfois je crois qu'il y a une malédiction qui plane au-dessus des femmes de la famille Monroe, comme une tragédie. Et d'une certaine manière qu'on nous punit de je ne sais trop quoi d'ailleurs, parce que c'est écrit. Heureusement, le lendemain, avec l'aide de cette fille dans le couloir, j'ai réussi à faire prévenir Joe en Floride. Et il a tout de suite sauté dans un avion et il a débarqué. Et
Il paraît que le directeur de la clinique, il était tout excité de recevoir Joe DiMaggio, la légende. Alors quand il est arrivé, le directeur s'est avancé vers lui, la main tendue avec un grand sourire. Mais Joe, il lui a pas serré la main, non. Il lui a dit tranquillement qu'il allait tout casser, qu'il allait tout mettre par terre dans cet hôpital brique par brique si je ne sortais pas immédiatement. Ensuite, il a fait venir le docteur Chris pour qu'elle puisse signer les papiers et il m'a sorti de là. Joe DiMaggio. Joe le cogneur m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur Branson? Il m'a frappé, il m'a traîné dans la boue, il m'a traité de pute et il m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais peut-être toujours enfermée à la sinistre Payne Whitney Clinic. Joe, il espère encore. Il voudrait qu'on se remette ensemble. Mais il dit qu'il a changé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être bien le seul, le dernier homme en Amérique encore capable d'aimer Marilyn. Mais pas question. Pas question que je retourne avec lui. Jamais. Je m'étais remise à boire. Cette histoire avec Yves Montand, j'avais pensé à un moment qu'elle pourrait continuer, et puis bon. Il est reparti, bien sûr. Quelle idiote. Avec Arthur, c'était fini, bien fini. Il n'y avait que lui et sa stupide vanité pour penser que ça pourrait recommencer. 4 ans que nous étions ensemble, et il y avait déjà un beau moment que je savais que c'était terminé. Alors, il a écrit cette histoire. Les désaxés. Oh. Les désaxés. Il disait qu'il avait écrit ça pour moi, que c'était comme un cadeau. Foutaise! C'était pas un cadeau, c'était de l'orgueil. Arthur Miller, le grand homme, le grand intellectuel, mettait son grand art au service de sa poupée blonde, tellement touchante, à force d'être stupide, sa pinatte de calendrier, son épouse obscène, incapable de faire un gosse, qui picole tous les soirs, et qui ne peut s'endormir qu'assommé d'alcool et de barbiturique. Oh! Cette pauvre fille en loques, Marilyn. Moi. Il faisait une chaleur écrasante dans ce désert du Nevada, et moi,
Je détestais ce pays, je détestais cette canicule, et je détestais ce scénario. J'en voulais terriblement à Arthur! Parce que Roselyne, le rôle qu'il avait soi-disant écrit pour moi, c'était insoutenable parce que Roselyne, c'est moi. Elle m'a tout volé. Ma tristesse, ma solitude, ma bêtise, mes amours en ruine. Arthur s'est servi de moi pour créer sa Roselyne et il m'a tout pris. Mais vous savez pas le pire. Le pire, c'est qu'au bout du compte, Roselyne ressemble surtout à une pute. Mon seul réconfort, mon seul rayon de soleil, c'était de jouer mes scènes d'amour avec Clark Gable, l'immense Clark Gable, avec qui j'avais toujours rêvé de jouer parce que, bon, je sais, c'est un peu dingue, mais j'ai pensé que peut-être il était mon père. À cause de cette photo dans la chambre de ma mère, l'homme au chapeau, l'homme qui lui ressemblait tant. Et puis elle avait côtoyé des stars, Gladys, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous avez vu ce film, vous vous souvenez sûrement de ces scènes. Quand je me blottis dans ses bras, quand je l'embrasse et qu'il me serre contre lui, quand je suis nue sous ce drap et qu'il pose ses mains sur moi et que je tremble de désir, vous voyez? Eh bien, tout est vrai. Tout était vrai. J'adorais refaire ces prises, recommencer à l'embrasser encore et encore. Dans ces moments-là, il était l'homme le plus fort, le plus rassurant, le plus désirable sur cette terre. Il était mon amant. Et il était mon père. Une semaine après, j'annonçais à la presse la fin de mon mariage avec Arthur et 6 jours plus tard, 6 jours, Clark Gable est mort d'une crise cardiaque. J'espère que j'y suis pour rien. Je l'ai fait attendre pendant des heures et des heures sur ce film. Est-ce que j'étais en train de punir mon père pour racheter toutes ces années où moi je l'avais attendu? En tant que femme, je suis un échec. Les hommes attendent tout de moi à cause de cette image de sexe symbole que j'ai moi-même créée. Ils attendent tellement que je peux pas être à la hauteur. Vous savez, j'ai presque jamais de plaisir quand je fais l'amour. Quand j'étais avec Jim, au tout début de notre mariage, j'avais 16 ans, je comprenais pas. Je pensais que tout le monde était fou de faire tout ce battage autour du sexe. Après, j'ai compris que
pour les autres femmes, c'était différent et elles éprouvaient des sensations que moi, je connaissais pas. Alors, depuis, quand je fais l'amour, je fais mon cinéma. Je gémis, je pousse des petits cris comme Marilyn, vous voyez, là, et la plupart du temps, ça passe. Vous savez, si les hommes n'étaient pas des idiots, et si il existait un Oscar de la meilleure simulatrice, je l'aurais raflé chaque année. Un jour, vous m'avez dit que l'orgasme arrive dans l'esprit et non dans le sexe, et que je devais avoir un blocage en moi qui m'empêchait d'avoir des orgasmes. Que cela avait dû apparaître très tôt dans mon enfance et que je me sentais coupable. Tellement coupable que je ne méritais pas d'avoir du plaisir là. Vous savez, c'est drôle, mais tous les hommes que j'ai aimés, je les ai appelés papa. My name is Lolita. I'm not supposed to play with boy. Mon cœur est à papa. Un jour, j'avais 8 ans. Cette période où ma mère m'avait gardée avec elle, la maison avec le piano blanc, j'avais 8 ans. Ma mère, elle avait acheté cette maison, mais elle était trop chère pour elle. Alors, elle louait une chambre à un Anglais, Monsieur Kinnell. Tout le monde aimait Monsieur Kinnell. Un jour, je suis passée devant sa chambre, sa porte était entr'ouverte. J'ai entendu sa voix. Viens par ici, Norma. Je suis entrée, il a fermé la porte à clé derrière moi. Il souriait. Maintenant, tu ne peux plus sortir. Il a dit ça avec cette voix. Et une voix comme si c'était un jeu. Je savais que c'était pas un jeu. Je bougeais plus. J'avais peur, mais impossible de crier. Ma voix est restée coincée au fond de ma gorge. Quand il m'a touchée, je me suis débattue de toutes mes forces. Mais il était plus fort que moi. Tout le temps que ça a duré, il n'arrêtait pas de me dire d'être gentil. Quand il m'a laissé partir, j'ai couru, trouver ma mère. Je voulais lui dire que ce que M. Kinnell m'avait fait, les mots s'entrechoquaient. J'avais à peine commencé que ma mère m'a prise par le bras avec violence. Elle m'a regardée furieuse et elle m'a dit « Je t'interdis de dire quoi que ce soit contre M. Kinnell. M. Kinnell est un homme bien. Tu devrais avoir honte de te plaindre des gens comme ça. » Des pas dans l'escalier. Monsieur Kinnell descend, très beau dans son costume gris, et il s'appuie à la porte d'entrée. Approche, Norma. Je bouge pas, mais ma mère me pousse dans le dos. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Je fais 3 pas vers lui. Il me donne 5 cents en souriant. J'ai pleuré toute la nuit. Et à partir de ce jour-là, je me suis mise à bégayer. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy.
I invite a boy some night to dine on my fine food and Hattie, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warm you, lady, though I know that you perfectly swear that my heart belongs to my daddy, 'cause my daddy's treat it's so good. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Should I do to daddy? If I invite a boy some night to cook up and fight enchilada, the Spanish rice is all very nice. Da 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 daddy. Yes, my heart belongs to daddy, though I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 dad. So I want to warm you, lady, though I know that you perfectly swear that my heart belongs to my daddy, 'cause my daddy's treat it's so good. Mets-toi là. Attends, non. Là. Quand je serai morte, je serai comme ça. Exposée. La peau sèche, sans désir. Enfin. Mais aujourd'hui, ça va. Je suis pas triste. J'ai envie de rire, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. Ah, tu penses que je suis folle? Non. Hystérique? Je t'ennuie? Non. Tu me trouves belle? Oui. Qu'est-ce que je disais déjà? Que tu avais envie de rire. Ah oui, c'est ça. Rire.
veux pas m'embrasser? Non. Qu'est-ce que tu préfères en moi? Je sais pas. Ma bouche, mes seins, mon ventre, mes fesses, mes cuisses. Je ne sais pas. Ah, ok, d'accord, alors plus subtil. Le cou, poignet, cheville, main, doigt. Je ne sais pas. Ah, perdu. Statistiquement, tu aurais dû répondre les yeux. Vous, les hommes, vous dites toujours les yeux en regardant nos seins. Je vous connais bien, tu sais. Je vous ai vu regarder Marilyn, filmer Marilyn, photographier Marilyn, et je vous ai pris à votre propre jeu. Peu à peu, j'ai débordé du cadre, j'ai entrouvert les lèvres, j'ai gonflé la poitrine, les yeux dans les yeux avec votre désir d'égal à égal. C'est pour ça que vous aimez Marilyn, parce qu'elle se donne. Elle se donne tout entière, sans pudeur, sans retenue. Elle donne tout son corps, et bien plus que son corps. Et pourtant, elle vous échappe. Regarde-moi. Non mais... Regarde-moi vraiment, mais... Pose ton appareil. Regarde. Ma peau vibre, frémit, frissonne. Non, écoute, Marilyn n'existe pas, tu entends, mais ce corps-là, ce corps, oui, et ce corps, c'est le corps de Norma. Touche-la. Prouve-moi qu'elle existe. Donne-moi la preuve que la petite Norma est elle aussi devenue une femme et que son corps n'est pas seulement une image. Touche. Oh, sa peau est douce et chaude. Allez, caresse-moi, j'ai besoin de tes mains. Je veux que tes mains me reconnaissent. Embrasse-moi. Embrasse Norma, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. Pourquoi? Parce que tu es folle. Je t'aurai quand même. Quand tu développeras tes photos, tu sauras que c'est moi qui t'ai pris. Samedi 4 août 20. Docteur Grimson, c'est moi. Je voulais enregistrer pour vous, mais aujourd'hui ça suffit pas. J'avais besoin de vous entendre. Rien, je me regarde. Impossible, docteur. Impossible. Si je me regarde pas ou si personne me regarde, je suis sûre que mon corps est capable de se défaire tout doucement. Alors, je veille. Je veille. Vous savez, j'ai eu 36 ans en juin. Je serai bientôt une vieille femme de 36 ans. Vous savez, je veux vieillir sans lifting. Je veux être loyale, je veux avoir ce courage-là. Mais parfois, je me dis que le plus simple, ça serait d'éviter la vieillesse et de mourir jeune. Mais, docteur, si je meurs demain, qui sera qui je suis? Non, pas encore. Par contre, j'ai lu le livre que vous m'avez prêté. Ah oui, beaucoup. Quelque part, il est écrit
que la beauté n'est que le commencement du terrible. Oui, c'est ça. La beauté n'est que le commencement du terrible. Je suis pas sûre de bien comprendre, mais j'aime cette idée. Oui, bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit, Dr. Grimson. Samedi 4 août 1962, 22h15. Je suis morte cette nuit. Je ne l'ai pas voulu. J'avais encore tant de choses à faire. J'ai pas eu le temps. Je voulais monter sur scène, à Broadway, à Manhattan. Je savais que je pouvais le faire. Sur scène, je serais devenue une véritable actrice. J'aurais joué avec délice, avec ravissement. Je sais qu'aujourd'hui, le principal, c'est pas l'éclat ou la gloire, tout ce dont je rêvais au début, non. Non, l'essentiel, c'est de savoir endurer, porter son mal. Je souffre moins, et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait